ben là, il n'y a plus de marge de manœuvre parce qu'on a décidé de faire preuve de courage trop tard. On a décidé de réviser les dépenses trop tard. Puis surtout, ben, il faut se rappeler qu'en 2023, on a eu quand même un gouvernement qui a mis le genou à terre devant comment dire, le fameux front commun là, de la fonction publique, donc qui a livré des conventions collectives beaucoup trop coûteuses par rapport à ce qu'on pouvait se permettre. On laisse la maison en ordre. Alexa Lavoie pour Robin News et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Gagnon. Vous le connaissez, c'est le directeur du Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. On veut parler du récent budget qui a été déposé ainsi que son passage à Ottawa pour parler de la taxe carbone industrielle et on va même parler de la bourse carbone au Québec et des préconçus que les gens ont. On va essayer de démystifier le tout avec Monsieur Gagnon. Bonjour, comment allez-vous? Ça peut être même. Ça va très bien, merci. Donc, vous avez consulté le budget qui a été déposé récemment. C'est quoi que vous en tirez des grandes lignes? Ouais, dans les grandes lignes, c'est que disons qu'il y a eu un spin assez particulier. Là, on dit que c'est un budget qui est sobre, mais la réalité, c'est qu'il y avait absolument rien de sobre là-dedans, dans le sens que peut-être qu'on a décidé de rien donner aux contribuables. Ça, c'est quand même, je pense, l'élément le plus important à retenir, surtout de notre point de vue à la Fédération canadienne des contribuables. C'est que bon, la première des choses qu'on regarde dans un budget, c'est est-ce qu'il y a un allègement fiscal, est-ce qu'il y a une baisse d'impôts, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été retiré d'une quelconque manière pour faire en sorte que votre vie soit un peu plus abordable. Puis malheureusement, ben c'était pas le cas dans le budget qui a été déposé la semaine dernière. Donc la première des choses, c'est ça, c'est que finalement on laisse des contribuables sur leur faim. Le deuxième point à retenir, qui est le suivant, c'est que malgré qu'on dit qu'il y a de la sobriété, il y a quand même un déficit de 8,6 milliards. Le ministre des Finances, Éric Girard, il se félicitait en disant que c'était moins pire que prévu. Je pense qu'on s'attendait à un déficit d'environ 9,5 milliards. Donc, bon, qu'on se trompe de 900 millions à peu près, on dirait que dans ce cas-ci, ça semble être satisfaisant, mais la réalité est quand même qu'on s'enfonce dans le rouge, on accumule un énième déficit et clairement que ça va coûter très cher aux contribuables dans le futur pour éventuellement venir à bout de cet endettement-là. Ça va demander effectivement des sacrifices. Et l'autre élément peut-être à retenir quand même, puis ça reste peut-être un élément positif, c'est le fait qu'il y a bel et bien eu une réduction des effectifs dans la fonction publique. Là, on a coupé pas loin de 3500 postes au niveau des fonctionnaires dans les ministères au courant de la dernière année. Donc, je dois quand même féliciter France-Hélène Duranceau, là, la présidente du Conseil du Trésor, pour cet effort-là. Par contre, le nombre global d'employés ou non qui travaillent pour le gouvernement du Québec dans le public et le parapublic a augmenté globalement d'environ 3000 postes parce qu'on a embauché plus d'infirmières, plus de professeurs. Donc, essentiellement, on coupe à droite, mais on embauche à gauche. Donc, au final, on n'a pas vraiment d'économie pour les contribuables comme tel, parce qu'il y a quand même, veut pas un certain roulement dans le secteur parapublic. Mais au moins, on voit un effort pour s'attaquer à la bureaucratie, sauf que pour être très honnête, c'est trop peu trop tard quand on regarde l'héritage de la CAQ. Mais il en reste quand même que c'est un budget qui est extrêmement décevant, qui poursuit l'endettement. Juste à titre d'exemple comme ça, pour mettre à jour les gens sur la dette du gouvernement du Québec, quand la CAQ est arrivée au pouvoir en 2019, la dette brute du Québec était à 199 milliards de dollars. Présentement, elle est à 272 milliards. Donc, c'est 73 milliards de dollars de plus que quand la CAQ est arrivée au pouvoir. Et d'ici le moment du retour à l'équilibre budgétaire pour 2029-2030, ça, c'est si toutes les projections se maintiennent comme telles, la dette, en fait, va atteindre 312 ou 313 milliards. Donc, en fait, elle va avoir augmenté de 113 milliards de dollars en 10 ans pour nous donner à peu près rien de plus. Là. Je pense pas qu'il y a grand-chose qui s'est vraiment considérablement amélioré au Québec en échange d'un endettement aussi important. Donc, cet endettement-là nous coûte cher. Là. Juste cette année, c'est 10 milliards de dollars qu'on paye en intérêt sur la dette du Québec. Et d'ici le moment où est-ce qu'on va retrouver l'équilibre budgétaire, d'ici la fin de la décennie, ça va nous coûter 12 milliards par année. Donc, c'est 1 milliard par mois qu'on flambe littéralement là, pour des intérêts sur une dette qui va être appelée à augmenter malgré tout. Justement, qu'est-ce que ça veut dire, ça, sur peut-être une autre décote, peut-être, du Québec? Parce qu'on le sait qu'on a déjà été décoté. Qu'est-ce que ça veut dire un peu pour le Québec, là, à long terme? Ben, pour l'instant, on s'attend peut-être pas à une décote, puis peut-être que je me trompe, puis on va en avoir une la semaine prochaine, mais pour l'instant, DBRS, Morningstars et Moody's, deux agences de notation, ont décidé de maintenir la cote de crédit du Québec. Donc,
Il y a quand même une bonne nouvelle à ce niveau-là. Il y a aussi le fait que, bon, Standard Poor's n'a pas fait de nouveaux commentaires. C'est quand même une agence de notation qui est connue pour être aussi quand même sévère, mais qui a toujours raison d'agir. Fait qu'on on sent quand même que dans le budget, il y avait tu sais, un souci par rapport à ça. Je pense qu'une des raisons pour laquelle Éric Girard a fait aucune baisse d'impôts ou baisse de taxes quelconque, c'est justement pour se dire, ben, au moins, on se garde une marge de manœuvre, puis ça va plaire aux agences de notation. La réalité, c'est qu'il aurait quand même pu couper davantage parce que son plan pour le retour à l'équilibre budgétaire, sur lequel il y a quand même une bonne partie de la crédibilité qui est basée pour attribuer une cote de crédit maintenue au Québec, parce que si moindrement le plan pour le retour à l'équilibre budgétaire était considéré comme farfelu, les agences de notation seraient déjà en train de nous downgrader, là. Donc, il y a quand même un peu de crédibilité là-dedans. Le seul problème, c'est que c'est très facile de faire des projections quand on est à 6 mois d'une élection et que les chances qu'on soit réélu sont à peu près nulles. De faire des projections sur 5 ans, peut-être que ça a l'air réaliste comme ça pour l'instant, puis ça rassure les agences de notation, mais avec un changement de gouvernement à venir cet automne, puis en plus avec un nouveau premier ministre d'ici 2, 3 semaines environ, tout ça pourrait complètement changer. Donc ça se peut que les agences de notation reviennent dans quelques mois puis disent finalement les horizons sont beaucoup moins comment dire glorieux que ce à quoi on s'attendait, fait qu'on n'aura pas le choix de vous serrer la vis un peu plus. Puis ça, ben, honnêtement, ce qui est très dommage là-dedans, c'est que oui, bon, ça affecte le Québec parce que notre coût d'endettement augmente à chaque fois qu'on a une décote. C'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière avec Standard Poor's. Mais ça force le prochain gouvernement à prendre des décisions encore plus difficiles parce que, bon, quiconque va se retrouver avec des finances publiques dans le rouge comme c'est présentement, puis en plus avec une perte de confiance des institutions financières, des agences de notation, ben, ça te force quand même à faire des choix qui sont pas vraiment le fun et ça implique plus de coupures, plus de ménages. Malheureusement, le réflexe au Québec, c'est toujours plus l'inverse. On a vu quelques articles qui ont été publiés, notamment dans la presse récemment, où est-ce qu'on disait que le prochain gouvernement devrait augmenter les impôts. On espère clairement que ça ira pas là, puis on va se battre contre ça. Mais il en reste que c'est le genre de choses qui pourraient arriver si jamais les finances publiques sont plombées et que ben, on a un manque de courage politique pour s'attaquer à la machine. Est-ce que ça vous surprend parce que, tu sais, ils ont l'air d'être fiers un peu de leur budget malgré qu'on a un déficit historique. Euh, Pourquoi la CAQ l'a pas fait avant? Pourquoi que la CAQ, justement, ne pas présenté ce type de budget-là avant, alors qu'on avait vraiment des gros problèmes au niveau économique au Québec? C'est une bonne question. Honnêtement, il y a bien des choses dont on n'a malheureusement pas les réponses pour l'instant. Par exemple, par rapport au réveil de la CAQ sur la taille de la fonction publique. En 2018, ils ont promis quand ils se sont fait élire la première fois, ils promettaient de couper pas loin de 5 000 postes dans la fonction publique. Finalement, ils ont rajouté pas loin, entre-temps, de 13 000 postes dans la fonction publique directement. Puis, pardon, 11 ou 12 000 postes dans la fonction publique. Puis dans le reste du parapublic, on a rajouté là, quand même pas loin de peut-être 97 000 postes. Au final, là, on avait 110 000 postes qui ont été créés dans le parapublic et dans le public au courant des 8 années de mandat de la CAQ. Donc là, il y a eu un petit ménage qui s'est fait là, de 3000 quelques postes, comme je disais tantôt, à droite, mais on en rajoute à gauche. Donc finalement, on a quand même une croissance assez importante de l'état pardon, de la taille de la fonction de l'État, pardon, de la fonction publique sous François Legault. Puis pourtant, on s'attaque finalement à la grosseur de la machine qu'on est en fin de régime, en fin de mandat. Donc ça aussi, ça fait sourciller. Le fait qu'on a encore des déficits alors qu'on aurait pu en faire beaucoup plus pour équilibrer les finances puis avoir une meilleure marge de manœuvre dans le cadre d'une élection, entre autres, mais aussi dans le cadre d'autres circonstances économiques, puis aussi pour remettre de l'argent dans les poches des contribuables. Ben là, il n'y a plus de marge de manœuvre parce qu'on a décidé de faire preuve de courage trop tard. On a décidé de réviser les dépenses trop tard. Puis surtout, ben, il faut se rappeler qu'en 2023, on a eu quand même un gouvernement qui a mis le genou à terre devant comment dire, le fameux front commun là, de la fonction publique, donc qui a livré des conventions collectives beaucoup trop coûteuses par rapport à ce qu'on pouvait se permettre. Et ben malheureusement, ça va continuer à plomber les finances publiques au courant des prochaines années. Donc, c'est un paquet de circonstances données qui nous amène avec vraiment un très mauvais budget de fin de régime puis de fin de mandat. Mais en même temps, comment dire,
Je vais être honnête avec vous, je suis pas tant surpris parce que le réveil est beaucoup trop tard en fait. La semaine dernière, le gouvernement du Québec a déposé son budget 2026-2027. On reconnaissait dans ce budget que l'inflation au Québec était la plus élevée à travers tout le pays. Et on reconnaissait que c'était en raison du fait que depuis le 1er avril 2025, la taxe carbone pour les consommateurs ne s'applique plus. Par contre, on a encore notre propre tarification du carbone au Québec qui revient aux alentours de 9 ou 10 cents par litre d'essence. C'est reconnu et non seulement on reconnaît l'impact que ça a sur le portefeuille des gens, quand ce soit quand ils vont faire le plein de leur véhicule, mais on reconnaît également l'impact que ça a sur la productivité des entreprises. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes a fait des sondages récemment. Plus de 80% de leurs entreprises reconnaissent l'impact que ça a sur leur productivité. Et plus récemment encore, c'est rare que je commente les courses à la chefferie, mais on sait qu'à la CAQ, présentement, il y a une course à la chefferie. Quiconque va l'emporter sera le premier ministre à partir du 12 avril. Les deux candidats se sont engagés à rembourser la taxe carbone aux agriculteurs du Québec. Il y a une taxe carbone qui leur a coûté jusqu'à 550 millions de dollars depuis 2015. Et pourquoi? Parce qu'on reconnaît l'impact de cette taxe carbone sur le coût alimentaire et ce coût-là est inévitablement refilé aux consommateurs et à l'ensemble des contribuables québécois. Vous étiez de passage à Ottawa pour parler de la taxe carbone industrielle. Vous étiez appelé à être témoin dans un des comités à la Chambre des communes. Vous avez pris la parole justement pour répondre à quelques questions. C'est quoi la position de la Fédération canadienne des contribuables sur cette taxe carbone industrielle? On est contre. On est contre toutes les taxes carbone, tout simplement, qu'elles soient directement refilées dans les stations de service, comme c'est le cas pour l'ancienne taxe carbone pour les consommateurs au niveau fédéral. On est contre la taxe carbone du Québec, qui est un système de plafonnement et d'échange des droits des émissions avec un marché de carbone, on sait tout ça. Mais dans tous les cas, on s'y oppose parce qu'à la fin de la journée, c'est un coût qui est constamment refilé aux contribuables, qui est constamment refilé aux entreprises, ce qui affecte leur productivité, qui les amène souvent même à déménager dans d'autres juridictions où il n'y a pas de taxe carbone. La raison pour laquelle on était à Ottawa, justement, c'était pour s'opposer à la taxe carbone industrielle parce que on se souvient du 1er avril 2025, quand la taxe carbone pour les consommateurs dans le reste du Canada a été abolie. La réalité, c'est qu'elle n'a pas été abolie pour les industries pour autant. Et il y a des bonnes chances qu'avec des modifications qui sont à venir, ben, que cette taxe carbone finalement augmente et que ce coût-là soit refilé aux Canadiens. Et pour l'instant, il y a encore beaucoup de difficultés à établir c'est quoi le coût pour les Canadiens. Donc moi, personnellement, j'étais surtout là pour seconder mon collègue Franco Terrazzano, qui est notre directeur fédéral, qui lui était beaucoup plus à l'affût du dossier. Mais de mon côté, j'ai exposé en fait le fait que la taxe carbone du Québec fonctionne à peu près de la même manière que ce que la taxe carbone industrielle du Canada ferait de son côté. Parce que nous, au Québec, on a un two-in-one dans un sens. On a une taxe carbone liée à un système de plafonnement et d'échange des droits des émissions. Donc, essentiellement, c'est les entreprises qui doivent respecter un seuil des émissions. Puis dès qu'ils émettent plus d'émissions de carbone que le seuil établi, ben, ils doivent acheter des droits d'émission. Puis après ça, ben, ils refilent ce coût-là aux consommateurs. Puis c'est pour ça qu'on sait maintenant que la taxe carbone au Québec coûte environ 9 à 10 cents par litre d'essence. Donc, et on sait que c'est un coût variable en fonction des enchères sur le marché de carbone. Donc, des fois, c'est 9 cents, des fois, c'est 11 cents. Ça va varier selon le trimestre. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est appelé à augmenter. Et donc, au cours des dernières années, ben, surtout de la dernière année au Québec, on a eu beaucoup de débats là-dessus. Il y a eu un réveil global. Entre autres, il y a nous, à la Fédération, nous, on a toujours été sur le dossier. On est en mesure d'exposer davantage cette réalité-là, que les Québécois en avaient assez de cette injustice de la taxe carbone. On a été la première organisation à publier un sondage là-dessus en avril 2025. Puis en plus, ben, il y a eu le réveil de d'autres organisations comme la FCEI, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, qui mène une charge frontale directement contre la taxe carbone. Il y a l'UPA, ils ont des producteurs agricoles qui sont également très opposés à la taxe carbone de leur côté. Et que finalement, il n'y a pas si longtemps, on a les candidats à la chefferie de la CAQ, comme Madame Fréchette et Monsieur Drainville, qui ont tous les deux dit qu'elle allait rembourser la taxe carbone aux agriculteurs. Donc, on reconnaît la réalité, on reconnaît l'impact de la taxe carbone sur le secteur agroalimentaire au Québec. Donc, on peut plus se faire croire que ça n'a pas d'impact ailleurs sur le reste de l'économie, sur le portefeuille des gens. Donc, mon point essentiellement en comité parlementaire, pardon, pour seconder là, le travail de mon collègue, c'était de démontrer qu'au final, une taxe carbone comme on a au Québec, qui est industrielle, avec un coût reflet aux consommateurs directement, ou sinon le modèle canadien. Dans les deux cas, le consommateur est perdant, ça ralentit la productivité des entreprises et aussi, ben finalement, ça n'a aucun impact sur le climat. Parce que comment on l'explique que les libéraux
Dans le fond, quand ils ont ôté cette taxe carbone-là pour le reste du Canada, ils ont dit qu'ils le faisaient justement pour les consommateurs, pour leur donner un break, mais qu'ils sont en faveur de la taxe carbone industrielle qui va probablement être filée aux consommateurs. Comment on peut avoir un double discours de ce genre? Parce que, ben, j'imagine que dans le livre de certains, je sais pas quel livre d'économie ils ont lu, mais dans leur livre à eux, ils doivent se dire que le coût sera pas refilé aux consommateurs. Parce qu'il y a des systèmes de crédit qui sont remboursables, puis il y a plusieurs mécanismes qui sont là. En fait, la réalité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de complexité dans la manière que le système de ben, pas, le système de plafonnement, oui, mais que le système de taxe carbone industrielle est mis en place. Puis les entreprises sont pas tous impactées de la même manière. C'est pour ça que c'est encore difficile d'établir le coût réel de cette politique-là, mais on sait que si le coût du carbone est appelé à augmenter, puis c'est le cas effectivement, ça va être rendu à 165 la tonne d'ici 2030. Donc c'est quand même un coût qui est appelé à augmenter drastiquement. Donc on sait, quand on se base par exemple sur l'exemple du Québec, que ça va inévitablement se refiler à d'autres éléments de l'économie. Donc de croire que les entreprises vont absorber ce coût-là, c'est complètement farfelu. Puis de croire en plus que ces entreprises-là, dans un contexte de guerre commerciale avec les tarifs, vont pas songer à déménager leurs entreprises pour éviter cette énième forme de taxation, de prétendre que ça arrivera pas, c'est se mettre littéralement des lunettes roses. Puis il y a aussi le fait qu'au final, il y a un peu d'hypocrisie parce que les mêmes qui ont mis en place la taxe carbone et qui pendant à peu près une dizaine d'années ont à peu près gaslighté l'ensemble de la population canadienne en leur disant que c'était pas grave, que c'était à coup nul, même qu'ils étaient plus gagnants avec le système de remise, puis que c'est l'impact économique là, c'est pas si grave que ça. Au final, en fait, que c'était presque nul. Ben tout ça était faux parce que ces mêmes politiciens-là, dès le 1er avril 2025, sont allés se prendre en photo devant les stations de service en disant à quel point ils étaient heureux d'alléger le fardeau des automobilistes avec cette baisse de taxes sur l'essence. Donc, au final, pendant 10 ans de temps, ils nous ont fait croire que la taxe carbone, c'était à coup nul, puis c'était pas si grave, pour finalement 10 ans plus tard, on disait à quel point c'était bien d'abolir la taxe carbone, puis là, ils vont nous faire croire que la taxe carbone industrielle n'aura pas ce même genre d'impact-là. Et puis, ben, comme j'ai déjà démontré, si on a une taxe carbone industrielle comme celle qu'on a au Québec finit par se ressentir à tous les niveaux, ben, c'est clair que ça va être la même chose pour le reste du Canada également. Les critiques diraient que si on abolit toute taxe carbone, ben ça va avoir un effet négatif sur le changement climatique, sur le climat. Qu'est-ce que vous leur répondriez? Ben, il faudrait encore que le Canada ait un impact sur le climat, là. Je veux dire, entendons-nous, le Canada il représente à peu près 2% des émissions globales. Le Québec, je pense qu'on est à peu près à 0,15% des émissions globales. Je veux dire, je reprends un peu le texte qui a été publié par Mathieu Bocoté il n'y a pas si longtemps. On pourrait retourner à l'âge de pierre, puis ça n'aurait pas d'impact ben sur le climat mondial. Tout le monde est d'accord qu'on doit prendre soin de notre environnement, qu'on doit prendre soin de notre eau, de notre air, puis de notre biodiversité. Je pense qu'il y a personne qui se respecte qui s'oppose à ça. Peu importe là qu'on tombe dans la discussion sur le climat. Mais la réalité, c'est que le Canada n'a pas d'impact sur le climat. Il y a pas assez de taxes. En fait, il n'y a aucune taxe qu'on pourrait s'imposer qui pourrait avoir un impact à ce niveau-là. Par contre, ça a un impact sur votre portefeuille, sur la productivité de nos entreprises, sur la compétitivité de notre économie, sur notre capacité à se diversifier, sur notre capacité d'importation et d'exportation. Bref, ça a un impact sur tout sauf sur le climat. Donc, il va falloir que les gens songent à d'autres solutions. Puis les solutions sont nombreuses, elles existent. Je suis pas ici pour nécessairement parler d'énergie, là, mais tu sais, il y a des formes d'énergie comme par exemple le nucléaire que beaucoup de personnes sont très réticentes à laisser entrer dans l'équation de l'énergie, mais qui pourrait drastiquement réduire l'impact et surtout les émissions de toutes les industries si c'était introduit dans notre réseau énergétique. Je donne un exemple comme ça, mais il y en a plein d'autres. Il y a les captures de carbone, par exemple, le captage de carbone, c'est de plus en plus développé. Donc, il y a plein de technologies qui se développent, qui font en sorte que ça devient, grâce à l'innovation, de plus en plus efficace et aussi de plus en plus vert pour les entreprises d'opérer. Puis c'est pas des taxes qui les amènent à opérer, c'est plutôt l'inverse. C'est directement, c'est les investissements en capitaux dans la recherche et le développement. Puis on a remarqué au cours des dernières années que les taxes sur le carbone ont un impact sur la capacité des entreprises à investir dans la recherche et le développement. Fait essentiellement, les taxes carbone, non seulement elles n'aident pas le climat, mais elles n'aident pas non plus à mettre de l'avant des solutions pour le climat également. Autre que la taxe carbone industrielle, au Canada, on a la bourse du carbone. Ben, au Québec, on a la bourse carbone qui, bon, vous l'avez dit, c'est un échange plafonnement avec la Californie. On sait que l'Ontario était avant dans cette entente-là
dans cette bourse carbone-là et elle s'est retirée de cette bourse-là. Il y a beaucoup de préconçus que on pense qu'il y aurait une pénalité à quitter cette bourse carbone-là. Sauf que récemment, c'est la presse qui a dû faire une rétraction de ce qu'ils avaient dit dans leur article, comme quoi que non, ce n'est pas vrai, il n'aurait pas de pénalité de quitter cette bourse carbone-là. C'est vrai, il n'y en a pas. Puis ça a été, comment dire, ça a été débunké par le travail de Paul Journet de la presse que je salue parce qu'honnêtement, ça demande quand même beaucoup d'honnêteté, honnêtement, pour faire se rétracter puis corriger une affirmation qui était à la base fausse. Mais cette affirmation-là a été plutôt mise de l'avant par plusieurs politiciens et d'autres commentateurs politiques. Donc, c'est un travail de journaliste qu'il fallait pour mettre les pendules à l'heure. Et effectivement, le Québec, bon, on sait que depuis 2013, est dans un marché du carbone avec la Californie. Puis à l'époque, l'Ontario en faisait également partie. Puis ils en sont sortis dès que Doug Ford a été élu en 2018. Parce que ça faisait partie de ses promesses. Puis bon, on peut dire bien des choses sur Doug Ford et sa gouvernance, mais la réalité, c'est qu'il a fait le bon choix à l'époque. Malheureusement, dès l'année suivante, il se retrouvait sous la taxe carbone fédérale. Donc, ça aurait été de très courte durée, là, cet évitement-là. Mais il y a du monde qui disait que l'Ontario avait été affecté par cette sortie de la taxe carbone en disant que il y a eu des poursuites, puis c'était des pertes de revenus et tout ça. Mais la réalité, c'est que la seule perte de revenus réelle, on parle d'environ 3 milliards de dollars, c'était pas 3 milliards de pertes de revenus comme si, par exemple, le gouvernement devait débourser cet argent-là. C'est que c'est de l'argent qui n'irait pas dans les poches, il n'irait pas dans les coffres de l'État parce qu'il resterait dans les poches des automobilistes. C'est ça, ce fameux montant qui était perdu, en fait, là, au niveau de l'Ontario. Et puis finalement, pour la question des poursuites et des pénalités, c'est ce que j'avais lu là-dessus, en fait, c'est qu'il y a des articles dans le deal, en fait, dans le contrat qui unit le Québec à la Californie sur le marché de carbone. Puis les articles 17, 20 et 22 précisent carrément qu'il n'y a pas de pénalité, puis qu'il n'y aura pas de poursuite si on en sort. Puis même, on va aller plus loin, il y a eu des tentatives de poursuite des entreprises en Ontario qui avaient été forcées à rejoindre le système de carbone et finalement qui voulaient être dédommagées. Ben, ça a été démontré que finalement, la très grande majorité de ces poursuites-là étaient non concluantes, étaient très difficiles pour ces entreprises-là de poursuivre. Donc, c'est sûr que c'est dommage parce que, bon, elles ont peut-être été pénalisées, mais d'un autre côté, c'est comme si on disait, vous allez à payer une taxe, puis là, soudainement, la semaine prochaine, ben, vous n'avez plus à la payer. Donc, au final, il n'y a pas vraiment d'argument pour se faire rembourser. Il y avait comme tout un legal case là-dessus qui faisait en sorte que finalement, ces entreprises-là pouvaient pas être dédommagées par le gouvernement. Donc, c'est quand même des mythes qui sont importants à débunker au Québec parce qu'on sait que la taxe carbone qu'on a, c'est pas un modèle simple où est-ce que le gouvernement taxe puis soudainement l'argent s'en va dans un programme spécifique. Ça marche avec un système de marché de carbone, puis c'est le ministère de l'Environnement qui récolte cet argent-là via son fonds vert, donc ou le fonds à l'électrification et au changement climatique. Fait que, il y a quand même une certaine complexité, puis le monde prétend qu'on peut pas complètement démanteler ça. Mais la réalité, c'est que oui, on peut le faire, puis on peut le faire sans problèmes légaux, et même on peut le faire à coût nul, parce que là, présentement, au Québec, dans le dernier budget, on parle d'environ 1,8 milliard de dollars qui seraient perçus dans le fonds vert via la taxe carbone cette année. Donc, 1,8 milliard, là, on me dirait que si on abolit la taxe carbone, automatiquement, on se retrouve à perdre 1,8 milliard en revenus. Mais la réalité, c'est que cet argent-là est dépensé en subventions. Donc, on prend le 1,8 milliard, on le met dans un fonds vert, puis ce fonds vert-là, il distribue toutes les subventions pour le programme Rouler vert, puis des programmes de subvention pour les entreprises qui veulent être plus éco-énergétiques. Puis ça Comme on inclut l'a vu avec Nordvolt et ainsi que Lyon Électrique. Oui, même plus loin, parce que ça, c'est plus Investissement Québec. Dans l'autre cas, OK. c'est vraiment quand on dit éco-énergétique, c'est vraiment des programmes où est-ce que ces multinationales-là peuvent demander en disant nous, on veut être plus vert, on veut réduire notre impact sur l'environnement. Fait c'est quoi la subvention que le gouvernement peut mettre de l'avant? Mais tu sais, quand on dit des multinationales, là, c'est comme Glencore avec sa fonderie Horn, c'est ArcelorMittal, c'est Kruger, c'est Diageo, c'est Air Canada, c'est vous avez des producteurs de cannabis qui ont reçu des subventions via le fonds vert pour être plus éco-énergétique. Donc, essentiellement, les Québécois, ça, c'est vraiment toutes les branches de la société, les agriculteurs, les camionneurs, les automobilistes, les entreprises, payent une taxe carbone pour que ça sert à subventionner des géants étrangers, des multinationales, puis sinon des gens qui s'achètent des voitures électriques. Il y a quand même une sorte d'injustice. Fait que la solution ultime, c'est pour être à coup nul en se débarrassant de la taxe carbone, c'est aussi de te débarrasser des programmes de subventions qui y sont rattachés.
Puis c'est très possible de le faire, moindrement qu'on ait un peu de courage politique. Récemment, nous avons lancé une pétition pour arrêter le tramway de Québec. Vous pouvez la signer et je vais la livrer moi-même au maire Marchand à stopponletramway.com. Si cela vous dit, vous pouvez aussi la partager. Faites sûr que le plus de monde fait entendre leur voix. Et je rappelle que c'est stopponletramway.com.